métrage, les élèves présentent leur travail de l'année, une année riche en rencontres et en partage autour des thèmes qui bouleversent l'actualité et la société. La lutte contre le racisme, la liberté de la presse ou encore le militantisme non violent. Ce long métrage présente également les actualités de la cité scolaire. Bonjour Monsieur Laborie, vous êtes le maire de Cornac, un petit village dans le Lot, où habitent de nombreux artistes. Pouvez-vous nous expliquer comment votre village est devenu un repère pour l'art ? Alors tout simplement, moi je suis élu depuis 2008 à la commune de Cornac, j'ai été élu maire à ce moment-là, et l'une de nos priorités c'est le milieu associatif. Il faut savoir qu'on a très peu d'économies sur la commune, donc le milieu associatif est très important pour nous, et depuis qu'on est élu, le conseil et moi-même souhaitons développer ce milieu-là, et il s'est créé une association qui s'appelle les Lézards Bleus, et qui lié à ça a commencé à démarrer avec des trompe-l'œil dans le village, ce qui nous a amené pas mal de succès à ce niveau-là. Nous sommes en présence de Jean-Luc Laborie, président de l'association Lézards Bleus à Cornac, et nous venons de voir les trompe-l'œil du village. Alors Monsieur Laborie, comment a été créée votre association ? Alors tout d'abord bonjour. L'association elle est créée depuis 2009. Et elle a été créée suite justement à un constat, c'est-à-dire que les personnes qui désiraient visiter le village le traversaient uniquement sur deux axes. Alors pour les obliger à aller se promener d'un point à un autre et découvrir toutes les ruelles, on a eu l'idée donc de lancer ce projet. D'accord. Merci. Alors, il me semble qu'un événement important concernant votre association a eu lieu récemment. Donc pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'était ? Alors l'association, elle, a été sollicitée par une banque dont je ne veux pas donner le nom, mais qui nous a proposé de concourir sur le plan départemental dirons-nous, pour représenter toute action dite culturelle sur les villages, quelles étaient les possibilités qu'on pouvait offrir. Donc on a concouru, nous autres, et nous avons eu le prix départemental offert par cette banque qui nous a permis ensuite d'assurer une trésorerie, dirons-nous, plus saine. Je suis donc la présidente de l'association qui gère ce bar associatif, Le Repère, à Cornac. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un café associatif ? Un café associatif se veut d'être un lien dans un petit village où il n'y a plus d'école, plus de structures commerçantes. Et puis, j'essaye de travailler avec toutes les associations limitrophes et la communauté de communes limitrophes à Cornac. Tu prends ce casque-là, tu prends le casque qui est devant toi. On va juste faire un petit essai comme ça. Attention à pas te prendre les... Voilà. Mais Colin, si tu veux, devant. Oh mais vas-y. Putain, on l'entend. C'est des casques de vieux, on n'entend plus rien. C'est quoi les prénoms déjà ? Guillaume. Et Chloé. Guillaume, c'est bête, je te vois pas. Voilà. Ok. Chloé, t'as mangé quoi ce matin ? J'ai oublié un chocolat chaud, un jus d'orange et j'ai pris quoi ? Tu pourras te rapprocher un petit peu du micro. En fait, je te posais cette Comment question, ça c'est voilà. Voilà. Remonte-le un petit peu. Voilà. Ouais, super. Comme ça ? Guillaume, il a une grosse voix. Oui. Vas-y, parle de Guillaume, t'as mangé quoi toi ce matin ? Alors, moi j'ai mangé des cracottes avec du beurre. Donc voilà le studio avec la partie technicien. Donc là, comme vous pouvez entendre, il diffuse à l'antenne. Je compte sur vous. Indicatif, Une émission avec comme vous, avec Michel votre couloir, Galapet pour en faire qui une. nous est offerte par Antenne d'Or et qui est rediffusée sur les fréquences de Décibel FM. En orange, les trucs un peu particuliers, genre les émissions, les infos justement, qui sont pour la plupart en direct, et des tranches d'annonces. Parce qu'en fait, on est une radio, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler, mais on est une radio associative, donc ici, il n'y a pas de publicité, on fait pas de commerce, on travaille pas avec Leclerc, ni avec Lelou, ni personne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous écoutez Décibel FM, bienvenue, c'est le moment de votre agenda week-end. Au programme, on va voir ce qu'il y a à faire
dans le coin, les sorties, les loisirs, nous verrons aussi les stages, les expositions et nous terminerons bien sûr par les programmes dans les cinémas arts et essais locaux desquels nous sommes partenaires et pour lesquels vous pouvez gagner des places. Alors en fait, on est une radio qui fonctionne sur le principe, comme beaucoup d'associations, sur le principe de l'adhésion. Si vous voulez nous soutenir, que vous êtes un particulier, vous pouvez faire un chèque de 20 €. Ça vous donne droit donc à adhérer à Décibel pendant 1 an, ça vous donne droit à réduction d'impôt, patata. Et si vous êtes une association, c'est plus 50 €. Et là aussi, on annonce vos événements gratuitement. Il y a un truc qui est important pour nous en tant que radio de proximité. Comme je vous disais, il faut bichonner son auditeur, mais il faut quand même créer un lien. On diffuse beaucoup de musique, mais c'est important qu'il y ait un lien quotidien avec l'auditeur. C'est pour ça qu'on fait des émissions en direct. Décibel FM au 105.9 et au 106.9. Voilà, donc ça c'est Jérôme. Du coup, voilà, il y a le truc tout sobre, Décibel FM au 105.9 et au 106.9, ça passe tous les quarts d'heure. Le CSA est content. Le CSA, il nous écoute là. Enfin, en fait, tout ce qui passe à l'antenne, ça part sur cet ordinateur qui enregistre tout. Ça s'appelle un mouchard, ça porte bien son nom. Donc il n'y a pas quelqu'un du CSA qui nous écoute en permanence, j'espère quand même, c'est un peu inquiétant. Du coup, voilà quoi, si on n'est pas identifié, c'est chaud. Si on s'enregistre pas, alors des fois il arrive que l'ordi plante et tout, et on se rend compte 3 jours après, ah merde, on s'enregistre pas depuis 3 jours. Ils nous demandent des comptes, on sait pas comment ça va se passer quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bruit de couloir. Nous sommes en direct ce mercredi 3 mai avec toute l'équipe pour fêter, ou plutôt clôturer, la première saison de cette émission. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour la dernière chronique de l'histoire de la radio, nous verrons ensemble la place de la radio dans la société actuelle. Quel rôle joue-t-elle en tant que média? Comment traite-t-elle l'élection présidentielle? Bien ou plus gentil en fait, c'est des personnages. Bien. C'est un mec bien rôle. Oui. 8 tomes à lire, c'est énorme. Pourtant, les ados ont dévoré ces livres. Donc, on peut dire qu'Harry Potter est un succès littéraire. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter l'album The Game. C'est d'ailleurs un album qui est un peu moins connu que les autres, mais personnellement, je vous conseille d'aller le voir, il est vraiment bien. Il est temps pour nous de vous quitter. On espère que vous avez apprécié ce direct qui n'a pas été parfait. Et merci à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. Donc, merci Guillaume, Colin, Seb, David, Elie à la régie, qu'on n'entend pas beaucoup mais qui est très important dans l'émission, Camille, Minoc. Nous faisons un grand merci à Hélène et à Fabien et à toute l'équipe de Décibel FM pour nous avoir permis d'avoir une émission sur cette radio. N'hésitez pas à écouter et réécouter l'émission sur notre audioblog Arte et à liker notre page Facebook. À très bientôt et bonne journée à vous. Bienvenue au premier mercredi de l'égalité. Donc c'est un projet qui a été fait par la cité scolaire de Gourdon et qui regroupe lycée et collège. Et donc il y aura 3 séances de cinéma dans l'année sur 3 thématiques très différentes, mais évidemment en lien avec les questions d'égalité. Alors aujourd'hui on a décidé de vous présenter Pride. C'est un film qui est sorti en 2014 et qui mêle à la fois lutte sociale et lutte militante, notamment de la communauté LGBT. Guy Donovan, from the Delice Valley. You must be Mark. Yes, hello. Hiya. Mike. Hello. John. Nice to meet you. Barry. So, LGSM. What does that stand for then? You get a garbled message over the phone. I thought the L was for London. London something. I never dreamed for a moment it was Alpha. This money you've raised, that's all from gays and lesbians. Mostly. Qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message, ce film? La tolérance, oui, il y a cette idée-là, et puis aussi... L'acceptation de la différence. De la différence. L'égalité, oui, c'est pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi, finalement? L'échange. L'échange. On est tous pareils. On est tous pareils. Et puis, mine de rien aussi, pourquoi les mineurs peuvent avancer dans leur lutte et pourquoi aussi la communauté LGBT peut avancer dans sa lutte? Parce qu'ils font quoi tous ensemble? Ils s'entraident. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ils comprennent qu'il faut avoir une certaine convergence des luttes pour pouvoir avancer. Alors moi, je vais peut-être juste faire un petit rappel historique parce que c'est un peu plus mon domaine. Juste pour vous dire que jusqu'en 82, en France, l'homosexualité était vue comme un délit. Oui, elle a été dépénalisée en fait par François Mitterrand en 81. Ouais. Alors, donc il faut imaginer que
Donc voilà, ça fait à peine 35 ans dans notre pays qu'on peut être homo, bi, sans qu'on nous mette en prison. Voilà. Il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que malgré la séparation de l'Église et de l'État, on est quand même encore en 2016 dans une société qui est encore énormément bâtie là-dessus, sur parler des préjugés, mais évidemment, mais regardez tout débat social que ce soit, vous avez toujours l'Église qui s'injecte là-dedans, que ce soit par des manifestations ou par des associations ou autres, mais il y a aussi ça. Et oui, bah évidemment, la manif pour tous, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et du coup, voilà, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est encore très, je vais pas dire soumis, mais presque quoi. C'est-à-dire que même si on a voulu, par une loi qui a plus de 100 ans, séparer tout ça, mais on voit que c'est pas du tout séparé. En tout cas, je vous remercie de votre attention et d'avoir participé à ce petit mercredi de l'égalité, et j'espère vous retrouver au 8 mars. Oui, et que vous... Plus nombreux. Plus nombreux, ouais. Faites venir vos amis, tout ça, vous avez vu, c'est quand même sympa. On va vous présenter un deuxième film qui s'appelle We Want Sex Equality, qui là aussi est basé sur une histoire vraie, une lutte qui a eu lieu dans les années 70. Juste rappeler qu'on est là pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Le 8 mars, c'est un temps fort généralement pour les femmes du monde entier, pour faire un peu un bilan de où on en est dans nos luttes, dans nos volontés d'être égaux avec les hommes. Et il y a encore du travail, et c'est ce dont on va pouvoir discuter tout à l'heure. The minister will see you now. Oh, good afternoon. Afternoon. Mrs. O'Grady, I recognize you from the news. Et donc voilà, le planning familial, c'est une association 1901 qui existe dans beaucoup de pays, qui est internationale. En France, ça existe depuis 1956. Ça s'est créé et ça s'appelait la maternité heureuse à l'époque, pour vous dire, parce qu'il y a des médecins et des non-médecins qui se sont aperçus que les femmes, elles en pouvaient plus, des grossesses à répétition, des avortements interdits, de la non-contraception, puisque à l'époque, on était sous le régime de la loi de 1920, qui avait été faite après la guerre pour repeupler la France, puisque il y avait eu 14-18, et donc en 1920, il y a une loi qui interdisait évidemment l'avortement, et qui interdisait la contraception et toute publicité faite à la contraception. Donc il y a eu des grandes batailles qui ont été donc la contraception, le droit à l'avortement, contre les violences faites aux femmes, pour l'égalité des salaires, pour que ça soit l'égalité réelle et complète entre les hommes et les femmes. Donc être féministe, ça veut pas dire se battre contre les hommes, ça veut dire se battre avec les hommes pour que on soit tous pareils. Pour revenir dans le milieu de la mode, là, c'est quand même hallucinant. Enfin, moi, je suis pas très mode et tout, mais il me semble voir comme ça que là, vous êtes beaucoup de filles et un seul garçon, ça, dans le secteur. Quand on voit les grandes couturières, ce qu'on appelle les grandes couturières, d'ailleurs, on dit jamais la grande couturière. Si on dit grande couturière, ça veut dire qu'elle est grande comme ça, quoi. Mais un grand couturier, c'est souvent des hommes, quoi. Donc pourquoi il y a tant de filles et tout d'un coup, en haut de l'échelle, là, machin, il y a plus que des hommes, quoi, pratiquement. Il y a quelques femmes. Je pense que de ça déjà, peut-être quand vous avez essayé de faire certains sports ou des choses comme ça, vous êtes aussi peut-être déjà confronté avec ces stéréotypes-là, ou non? Je voulais faire du rugby. Moi aussi. Et alors, ça n'a pas été possible. J'en ai fait que 3 mois. Pourquoi? J'ai fait une année de rugby où j'ai joué que 3 mois. J'étais dans une équipe de garçons avec un entraîneur. Moi, j'avais envie de vous demander, outre les égalités salariales, par quoi vous avez été impacté, vous, sur les inégalités? Est-ce qu'il y a déjà des moments où vous avez eu l'impression qu'il y avait des discriminations, et si oui, sur quoi? À la maison, l'homme s'occupe pratiquement, il sait pas s'occuper des enfants, en fait, on le voit. Dès qu'il faut faire la cuisine, ou même rien pour faire réchauffer un truc, il est en panique. Parce que c'est la femme qui le fait d'habitude. Maintenant, ça commence à aller mieux, mais
Ça dépend, mais... Oui, parce que vous, par exemple, vous, est-ce que vous pensez, par exemple, qu'ils sont à égalité dans la répartition des tâches ménagères? Non, ah oui. Voilà, après, ça dépend, hein, c'est possible. Mes parents, mes frères et tout ça. Voilà, ça a heureusement évolué, mais il y a encore du travail à faire. Et à l'heure actuelle, on dit que les femmes, par jour, tout ce qui est tâches domestiques, c'est-à-dire voilà, le ménage, la cuisine, les enfants, etc., c'est plus de 4 heures par jour, en plus de leur travail. Les hommes, c'est 2 heures par jour. Puis les hommes, ils préfèrent bricoler, faire le jardin, puis éventuellement aller promener les enfants, quoi. Mais bon, changer les couches, c'est déjà... Mais vous avez vu souvent votre maman ou je sais pas, ou votre grande sœur, ou je sais pas, comme ça, qui est responsable du repas, de la lessive, etc., dire non, je le fais pas. J'ai autre chose à faire, je dois aller à une réunion ou je dois aller à une manif. Est-ce que vous avez déjà entendu? Il y a des révolutionnaires. Mais est-ce que quand ça se produit, est-ce que c'est pas une petite révolution? Quand ma mère doit aller à un rendez-vous médical, mon père sait très bien faire la lessive et le repas. Ça, c'est pas un problème. Je crois que ce film, moi, j'ai beaucoup aimé pour ça. Parce que les politiques, on les voit bien là, obligés de prendre une position. Et cette ministre du Travail, là, quand même, ça remonte le moral. On va improviser et se poser la question ensemble du début, tout simplement. C'est quoi le... théâtre? Et donc le conservatoire, ça se passe comment? À la fin, vous obtenez un diplôme ou rien du tout, juste... Il y a un diplôme à la fin des conservatoires. Après, c'est pas un diplôme qui donne le droit d'être acteur. Chacun se sent d'être comédien ou pas. Il y en a qui partent faire d'autres écoles, il y en a qui tout de suite travaillent, ça dépend des gens, quoi. Et pour rentrer, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme particulier ou le bac minimum? Bah non, Même sinon j'aurais pas pu le faire. Oui. Vous rigolez, mais c'est un sujet tout à fait d'actualité. On continue à monter. Donc, qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens, au moins sans se fâcher! Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Vous êtes venu nous présenter au 3e du collège Léo Ferré, ainsi qu'au 2e et aux premières de l'option cinéma du lycée. Une pièce suivie d'un débat. Donc, qu'est-ce que vous recherchiez à leur enseigner et à leur montrer à ces élèves? Je crois que cette pièce, pour le coup, avant tout, c'était un partage d'une question qu'on s'est posée, nous. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi le théâtre? En fait, c'est aussi la question qu'on s'est posée. Et à force d'être dans un processus ou d'être dans un endroit où on travaille, par exemple, on ne se pose plus la question de pourquoi on y est ou pourquoi on fait ça. Et là, la question qu'on s'est posée, nous, c'est finalement, à force de faire du théâtre, c'est quoi le théâtre? Qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui nous plaît là-dedans? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? De se reposer la question de ce que c'est, et du coup aussi de partager ce questionnement-là avec un public. Et pour le coup, on a aussi un peu choisi de le présenter devant des collégiens et des lycéens, parce que ça nous paraissait important de partager ça avec ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse le jeune citoyen, mais en même temps je ne vois pas trop d'autres termes, mais c'est-à-dire le moment où on commence à se poser des questions aussi par rapport à la société, par rapport à nous dans la société, par rapport à plein de choses, et par rapport au théâtre notamment, où parfois on se ferme les portes parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est, ou on se fait des idées. Et peut-être qu'on avait plus envie de poser des questions, et s'il y a peut-être une chose qu'on aurait envie avec ce spectacle, si je ne me trompe pas, c'est que peut-être les gens qui le voient se disent que le théâtre, ça peut être plein de choses différentes, et ne se restreignent pas et osent aller pousser les portes d'un théâtre un jour. Les pièces de théâtre que l'ensemble des citoyens voyaient se déroulaient toujours autour des mêmes grands thèmes civiques et humains. Le pouvoir, l'amour, la mort, la justice, etc., etc. Et donc de nouveaux projets sont en cours, de nouvelles pièces? Avec Méga Super Théâtre, il y a un gros chantier, mais qui a un chantier complètement différent, qui a un chantier pour du tout public, pour une scène de théâtre. Mais on est 11, 12 avec le régisseur. C'est quelque chose qui s'appelle Les Assemblées, conversation posthume avec Gilles Deleuze. Et on travaille sur la pensée de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, c'est un philosophe qui est mort il y a peu de temps, mais qui a
On travaille sur son abécédaire, qui est un documentaire de 8 heures où il parle sur chaque lettre. Il va parler de sa pensée de la philosophie, sa pensée de la vie, il va raconter des anecdotes. Quand il parle, quand on écoute ça, quand on voit ça, on a l'impression d'être un peu... Enfin moi, en tout cas, j'ai eu l'impression d'être intelligent en le voyant. Donc je me suis dit, tiens, on va essayer de travailler sur ce matériau qui n'est pas du tout théâtral. Qui rend intelligent. Pour essayer de faire ça. Donc après, on est en train de construire un objet où il y a 5 personnes sur un espèce de radeau au centre qui remettent comment on peut dire ça, qui remettent en branle leurs pensées, qui essayent de se rappeler de ce que c'est qu'un animal, ce que c'est que la boisson, ce que c'est que la culture, et qui, aidés par Gilles Deleuze, en fait, essaient de se réapproprier la pensée, pour pas la laisser seulement. C'est un peu une réaction aussi à la pensée aujourd'hui dans les médias, à la télé. Elle est, pour nous, elle est un peu spoliée, et elle est un peu prise par les, je vais appeler ça les néo-réactionnaires, mais des gens comme Éric Zemmour, même des gens que j'aime bien comme Michel Onfray, mais qui vont avoir le monopole de la pensée, et c'est dire arrêtons de nous laisser faire, elle est prenable par tout le monde, cette pensée-là. Donc repensons joyeusement et essayons de ne pas être confortable à essayer de redire ce que les autres sont en train de nous raconter. Donc voilà, en gros. Ça sortira en avril l'année prochaine. Ça sort en avril, ouais. On travaille cette année dessus. À Lyon, à Toulouse et à Lyon. Et ça fait déjà un an et demi qu'on travaille dessus. Donc c'est pour l'année prochaine, en 2017. 2017, ouais. Ah, super. Et donc on peut vous retrouver où? Un site internet, une page Facebook? Bientôt un site internet parce qu'on vient de changer de compagnie. Mais sinon une page Facebook, Méga Super Théâtre sur Facebook. Venez voir nos actualités. On ne parle pas tous les jours de la non-violence et pourtant on est confronté à la violence tous les jours. Et donc on sait que c'est un changement qui devra être opéré par tout le monde. C'est toutes les populations du monde qui vont devoir participer à ce changement. Donc la question c'est comment on arrive à ce point de l'histoire où les peuples du monde entier changent leur manière de vivre. C'est pour ça qu'on place, nous, nos actions dans la perspective d'un mouvement de masse. Et pour nous, dès lors qu'il y a un mouvement de masse, il est nécessaire que les moyens d'agir, l'action, soient non violentes. C'est-à-dire que dans l'histoire, on se réfère à ce qu'on a déjà observé des mouvements de Gandhi, des mouvements de Martin Luther King, ou plus près de nous, le mouvement des indignés espagnols, par exemple en 2011. C'était tous des mouvements populaires massifs et très non violents, ce qui ne les empêchait pas d'agir. Au contraire, ce qu'il y a d'important dans le terme action non violente, c'est l'action. La non-violence, c'est pas seulement l'absence de violence, c'est pas la passivité, c'est trouver une manière d'agir qui n'utilise pas la force de la violence. Ici, c'est pas le paradis, mais bon, t'en as rien à faire. Y a plein de femmes et d'hommes comme toi venus d'ailleurs, qui pensent qu'on a tous le droit ici-bas à notre part de bonheur. Mais votre présence fait pas plaisir à tout le monde. Disent qu'ils peuvent pas accueillir toute la misère du monde. Y a pas à manger pour tous, alors faut partir. Moi je me gave, mais toi va-t'en mourir. HK, chanteur engagé, écrit des textes sur la dérive de la société, comme l'exclusion sociale, les inégalités ou encore la surconsommation. Bonjour HK, comment et quand avez-vous décidé de devenir un artiste engagé? Quand j'ai décidé de commencer la musique, j'ai toujours eu cet engagement-là dans mes textes. C'est pas quelque chose d'obligé, on peut faire de la musique et de la chanson, par exemple, juste par amour de la poésie ou de chanter des belles chansons d'amour. Voilà. Moi après, c'est inscrit dans mon ADN de raconter des histoires qui sont en lien avec les combats de notre époque, avec toujours cet engagement-là qui est présent. Quel est votre style musical? C'est assez éclectique. Je nourris ma chanson de plein de choses, de hip-hop, de chansons, de reggae, de world music, un peu de reggae, de blues, de musique d'Europe de l'Est, des Balkans, enfin un peu tout ça, d'Amérique du Sud aussi. Voilà, j'aime bien cette idée-là. La musique ne doit pas être enfermée dans des cases, ni pas se créer des barrières musicales. Donc j'aime bien toucher un petit peu à tout.
ça s'est formé autour de mes chansons. Et puis j'avais des copains musiciens qui étaient même des très bons musiciens chez nous là-haut à Roubaix, dans le Nord. Et puis voilà, très vite je les ai appelés les uns les autres et puis on s'est retrouvés et on a commencé à bosser sur ce répertoire-là. Depuis l'âge de 16 ans, d'une certaine manière, depuis que j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Ensuite, j'ai travaillé, même quand j'avais un vrai travail, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui me disent que c'est pas un vrai travail d'être musicien, ça le manque. Mais je travaillais déjà dans la musique. Et puis là, en tant qu'intermittent du spectacle, en faisant des tournées, ça fait 10 ans maintenant. Alors, vous vous considérez comme le petit frère de Zebda. Vous voulez bien nous expliquer pourquoi? Ouais, c'est un surnom qu'on m'a beaucoup collé au début. Moi, c'est des gens que j'aime beaucoup, qui m'ont beaucoup inspiré. Mais à vrai dire, il y a plein d'artistes qui m'ont beaucoup inspiré. Donc, c'est sympa, c'est très... ça me fait honneur. Mais comme je disais tout à l'heure, j'essaie aussi de nourrir ma musique de plein d'autres choses. Et aujourd'hui, je pense que après autant d'années de parcours, voilà, on me considère, moi, en tant que moi-même, avec ce que je suis, mes chansons, mon univers. Une journée typique de votre ancienne vie, de votre pays d'origine? Je viens du Kurdistan, Irak. C'est une partie à Irak, mais normalement c'est Irak tout. Et il y a différentes langues. C'est pas arabe, c'est kurde. Quelques jours c'est normal. Et quelques jours il y a des guerres, il y a des attaques, quelquefois il y a des attentats. Oui. On ne sait jamais. Tu sais pas, tu sors, tu reviens ou pas. Quelquefois tu reviens, quelquefois tu reviens pas. Tu vas à l'école et tu sais pas, tu pars en Et toi, Adam, une journée typique? Quel film là Il va filmer clair, c'est parce qu'il nous prend des photos, etc. Oui, t'inquiète pas. Nous, on aimerait bien savoir ce qui vous a fait choisir d'aller en France. Pourquoi la France? Pourquoi pas un autre pays d'Europe, par exemple? Je n'ai pas choisi la France, moi j'ai choisi l'Europe pour ma protection. Voilà. Et j'ai été là, j'ai été ici en France. Sonia, vous êtes partie seule ou à plusieurs? À plusieurs, mais pas avec du famille et tout ça. On part avec les gens qui... Vous êtes parti avec 2 amis, c'est ça? Oui. Moi j'aimerais en fait bien savoir pourquoi leur famille les a pas suivis, ils sont partis tout seuls. La route c'est trop dangereux, mais même pour moi je suis jeune, je peux faire un peu, comment dire, Tu es plus fort, oui. Plus fort que sa maman. Et mais moi c'était la chance. Tu mords dans la route et... Tu mords sur la route. Oui, sur la route. Ouais. C'est plus facile de partir seul parce qu'on n'a que soi à s'occuper. Pour les gens qui partent en famille, les témoignages de famille sont assez terribles parce que leur objectif c'est de s'occuper des enfants, mais du coup c'est bien plus difficile quand on est plusieurs. Parce que quand on est seul, mais on le voit nous aussi dans des situations un peu... Quand on est seul, on se débrouille, point, on n'a pas à réfléchir si l'autre est derrière ou pas. Je vois par exemple Abbas qui est parti avec son cousin, ils ont été pris dans une attaque et puis il s'est retourné, son cousin, il s'est fait fusiller. Et il a couru, il m'a dit je sais pas s'il est vivant ou mort, je sais pas, mais je pouvais pas m'arrêter. Donc c'est plus douloureux de partir à 2 ou 3 parce qu'il faut toujours se soucier de si l'autre est derrière ou pas et finalement on le perd en route. Il est venu à pied, en véhicule Adam, il a d'abord passé la frontière avec un passeur du Soudan au Tchad, il est resté plusieurs années au Tchad, 7 ans, et ensuite avec un visa, c'est ça, hein, il a réussi à passer à venir du Tchad en Europe. On a passé tous, comment dire, illégalement et avec bateau, à pied, en train, voiture. Tu peux dire les pays rapidement? Turquie, Grèce, Macédoine, et Serbie, Croatie, Slovénie, Autriche, et Germanie. Allemagne et France. Je voulais juste savoir, avez-vous reçu des nouvelles de votre famille ou est-ce que votre famille est au courant de votre arrivée ici en France? Bon, ils ne sont pas au courant presque des mois. J'ai reçu des contacts, des amis, etc. Je parlais à ma mère.
vraiment, votre fils, il est dans tel endroit, il est là, il attend leur papier, etc. La crainte d'Adam, et c'est pour ça que je m'adresse aux journalistes de la Dépêche, et sa crainte, c'est que en fait, personne ne doit savoir qu'il est en France. Donc c'est pour ça aussi qu'il est un peu angoissé quand il voit un journaliste ou des photos, des choses comme ça. Ça explique l'angoisse qui devient un petit peu agressive. L'autre là, et les caméras là, parce que nous on perd des caméras. On ne veut pas diviser notre image à la télé parce que ça va provoquer des problèmes à notre famille là-bas. C'est pas eux qui vont avoir des problèmes, c'est leur famille après. Oui, c'est pas moi ici, je suis à l'aise. Personne qui va m'attaquer par le gouvernement, etc. Et là-bas, chez nous là-bas, le sécurité, le gouvernement qui vient chez vous, il fait le contrôle. Si on m'a trouvé comme ça, ici, vous avez envoyé votre fils, comme ça, il nous décevoir, etc. C'est des problèmes. Et toi, Abdou, les nouvelles de ta famille? Oui, je parle avec lui tous les 2 semaines, 3 semaines. Toutes les 2 semaines. Je me permets de compléter. De ce que je sais, ils arrivent à entrer en contact avec leur famille par Internet, par le biais d'Internet. Donc c'est pour ça aussi que très souvent il y a des grosses critiques sur les migrants et les téléphones. Oh, ils ont des super téléphones, c'est leur seul moyen de contact avec leur famille. Et Internet, c'est vital. Aussi bien, il y a un rapport de la Croix-Rouge qui est sorti et qui dit bien que Internet, c'est aussi vital que manger, boire et dormir là en ce moment, parce que c'est le contact avec la famille. C'est l'angoisse totale s'ils n'ont pas de contact avec leur famille, déjà parce que leur famille est en danger là-bas. Il faut savoir que la connexion n'est pas toujours bonne chez eux non plus. C'est-à-dire que des fois, ils vont rester 1 semaine sans contact avec leur famille, non pas parce que ici ça marche pas, mais parce que là-bas, s'il y a une bombe, les réseaux sont coupés. Donc ça, c'est l'angoisse aussi. Voilà. Est-ce que votre intégration en France a été difficile? Oui, il faut, pour replacer un contexte, Adam, et ça fait que 3 mois qu'il est là, il est en procédure, il est en demande d'asile, donc ça veut dire qu'il n'a pas encore obtenu de papier, il n'a même pas encore pu s'exprimer devant l'Office français de protection des réfugiés apatrides, donc voilà, son dossier est vraiment au tout début de la procédure, donc pour l'instant il est placé en CAO, en centre d'accueil et d'orientation, après il ira en CADA, en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et donc au CAO, il y a une assistante, enfin une assistante sociale en fait, qui est là pour les accompagner dans leur dossier. Et voilà, et c'est vrai qu'ils ont la chance d'avoir une assistante qui est très humaine et très bienveillante. Adam, si ça fait que 3 mois que vous êtes ici, comment vous faites pour parler si bien français? Très bien, ça c'est une bonne question. Depuis Soudan, au mois que j'ai quitté Soudan, j'ai été au Tchad 7 ans. Vous connaissez Tchad? Attention, vous connaissez le Tchad? Tu peux montrer si tu veux? Oui. Bon, c'est ici Tchad. Ça. Bon, j'ai purgé là-bas, cours d'histoire, etc. Bon, bonjour, moi je m'appelle Grégoire. Alors moi je vais vous demander, depuis que vous êtes en France, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Pardon? La journée, ici? Oui, quand vous êtes en France. Maintenant? Oui. On dort. C'est vrai. Ouais, on dort à la maison. Moi. Maintenant, vraiment, j'ai eu un petit travail. Je travaille au restaurant d'Eker, bénévole, chaque mercredi pour arranger la nourriture pour distribution. Oui, et c'est ça. Mais l'autre jour, là, je dors. Si vous avez du travail, et puis je suis candidat. Alors, il faut peut-être préciser bénévole, que pour le moment, tes papiers que tu as ne te permettent pas, ne t'autorisent pas à travailler. Oui, mais pas même. Il est interdit de travailler. Oui, interdit. Parce qu'au moment que j'ai rencontré mon histoire, ils sont pris à l'Opéra, à Paris. Ils sont envoyés une lettre, ils ont écrit interdit de travailler sans papier. Pour tous les demandeurs d'asile, il est interdit de travailler. Enfin, c'est interdit. Maintenant, je dors, j'ai merde de dormir. Ouais. C'est très douloureux cette attente où on leur interdit de faire quelque chose. Ils n'ont pas le droit non plus de reprendre des études supérieures, par exemple. Elle m'a dit, Céline, elle m'a dit, on peut aller comme ça, viens ici, là, moi j'ai adoré ça. Parce que j'ai marre de rester à la maison et pas des gens qui tu vas aller balader avec. C'est ça. Et toi, Abdou, qu'est-ce que tu fais de tes journées maintenant? Moi, je souhaite te dors
Tu souhaites dormir, mais tu peux pas. Je prends les cours de français, mais c'est fini maintenant, c'est lundi. Et j'ai trouvé un travail pour le mois prochain. Et avant, l'année dernière, j'étais à mon avis, à lycée. Oui, au lycée. C'est tout, je crois. Voilà. Abdou, il a pu aller au lycée. Donc, on a réussi à l'inscrire au lycée à Cahors. Il y a passé plusieurs mois. Et après, quand il a obtenu ses papiers, il a quitté le lycée. Et il a pris des cours intensifs de français qui viennent de se terminer. Et grâce à ça, il a pu trouver un travail qui commencera le mois prochain. D'accord. Abdou fait partie des chanceux, on va dire quand même, parce que c'est pas si facile de trouver un travail, n'est-ce pas? Donc, dans quoi tu vas travailler? Dans un magasin fruits et légumes. Oui, fruits et légumes. Est-ce que vous regrettez d'être venu ici? Regretter, c'est-à-dire est-ce que finalement tu te dis j'aurais pas aimé aller en France? Bon, pour moi, j'ai regretté parce que j'ai laissé ma famille seule. Et ça, tu vas vivre sans ta mère, sans ta famille, ça c'est vraiment regrettable. Et vraiment, je suis ici, je ne reste pas. Je ne peux pas être regretté. Et puis parce que j'ai été ici en France, je suis à l'Est et il n'y a pas de problème. Et je souhaite que j'ai pris tous mes papiers et je vivrai ici en France. I don't regret it. Tu ne regrettes pas? But there was sometimes who I was regret. Mais il y a eu des fois où bien sûr il regrette. Il a regretté. Tu as regretté quoi, d'avoir accepté de rester en France ou d'être pris? Non, avant ça. Avant? Parce que you wait a lot. Ouais. La procédure est tellement longue que des fois il se décourage un petit peu pendant la procédure. Et... il y a eu des fois où ils regrettent de demander l'asile en France, ils se disent qu'il vaudrait mieux tout arrêter et rentrer. Sometimes you see something or you hear something you don't like it and it's not humanity and you regret it. Il y a des fois où ils voient des choses, où ils font des expériences et ça les fait regretter en fait d'avoir pris ce chemin-là, mais voilà, il n'y a pas le choix, je pense, souvent aussi. Mais en général, on regrette. I don't regret. Je ne le regrette pas. Oui, I don't regret it. Du coup, est-ce que vous subissez souvent des discriminations? Oui, mais j'ai pas compris. Est-ce que parfois tu sens du racisme ou des choses comme ça? Pas beaucoup, mais il y a des fois que sur Facebook tu vois beaucoup. Facebook et comment on dit, les réseaux sociaux. Et, quand à Paris en fait, il m'expliquait que des gens la nuit venaient leur jeter des œufs pourris dessus. Et c'est vrai que les Africains subissent en général plus de racisme. Moi je l'ai senti à Cahors quand moi j'ai commencé avec l'accueil juste des Kurdes. Et je sentais pas beaucoup de problèmes, enfin, ça allait, et puis évidemment quelques réflexions un peu déplacées et stupides, mais ça allait. Et quand on est arrivé à un Afghan qui ressemble à un Pakistanais, là j'ai senti des regards plus pesants dans les magasins, vraiment, jusqu'à ce qu'on me demande de lui faire ouvrir le sac, alors que ça n'avait jamais eu lieu avec eux. Et alors quand il y a Khalid, j'en parle même pas, quand j'ai un noir dans le groupe, ou même si on joue au foot sur le stade, s'il y a 20 noirs, on vient nous voir en disant qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous êtes là, alors que ça se passe jamais avec les Kurdes. Vu que le temps passe un petit peu et qu'on voudrait pas que vous posiez des questions, on voudrait aussi vous faire... on n'a pas grand-chose à vous offrir, mais on va boire un verre et après on vous emmène. D'accord, merci.
la société, vous pensez qu'elle peut s'adapter à ces filles qui vont de plus en plus aller vers ces voies technologiques ? Alors, la société peut s'adapter, bien sûr, en étant plus ouverte, plus tolérante et en accueillant de façon égalitaire et paritaire les femmes dans la société. Regardez ce qui se passe en politique. On a de plus en plus de femmes en politique et petit à petit, c'est mieux accepté. J'espère que dans les entreprises technologiques du transport, on verra de plus en plus de femmes à des postes d'encadrement et à des postes de direction générale, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. D'informations circulent. Du coup, on se demandait comment est-ce que vous vérifiez vos sources ? On est affilié, on est abonné à l'AFP, l'Agence France Presse, qui dans chaque pays du monde, dans les principales capitales, a des représentants, des journalistes, etc., qui ensuite donnent des infos. Généralement, les journalistes de l'AFP vérifient toutes les infos avant de les diffuser. Donc, première chose, quand on reprend quelque chose de l'AFP, on est censé avoir une information qui a été vérifiée partout dans le monde. Alors, ça peut nous arriver aussi de la mettre au conditionnel ou de citer l'AFP, ce qui est une sécurité. Le deuxième moyen de vérifier une information, quand par exemple un de nos confrères de la presse écrite ou d'une radio sort une info, nous on a aussi des journalistes sur le terrain. Donc, et puis on a des gens qui sont payés pour prendre un téléphone et appeler les pompiers, les policiers, les gendarmes, les mairies, les entreprises, tous les gens qui sont concernés pour vérifier l'info, parce qu'un de nos confrères peut se tromper. Voilà. Pensez-vous que les images sont plus frappantes que les mots ? Le poids des mots, le choc des photos. Aujourd'hui, il y a peut-être une habitude des gens aux images, qui fait que c'est par exemple la thématique que vous, si vous regardez un petit peu sur Facebook ou même si vous allez voir sur Internet, France TV Info, on a des petits modules où ce sont des reportages, mais on met des mots en dessous. Et donc je pense que les deux sont complémentaires aujourd'hui, même si une photo peut parler d'elle-même. Est-ce que des fois on vous interdit ou on vous déconseille de parler de certaines informations pourrait dire compromettantes? Alors, on peut toujours nous déconseiller ou nous conseiller de ne pas en parler ou nous interdire. Le seul petit problème, c'est qu'on est en France, on est en démocratie, contrairement à certains pays où la presse est libre et indépendante, ou censée l'être en tout cas. En tout cas, ce qui concerne France Télévisions où je travaille, on est totalement libre. Voilà. On sait très bien que, contrairement à certains pays, on ne va pas voir débarquer la milice ou l'armée ou les flics pour nous prendre le rédacteur en chef et le mettre en prison et fermer le média. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était une carte de presse et son fonctionnement. Et à quoi ça? Alors la carte de presse, c'est tout simplement quelque chose qui atteste que 70% minimum de tes revenus sont journalistiques. Voilà, donc c'est une certitude. La carte de presse ensuite te permet d'arriver sur des événements, te faire reconnaître, identifier. Ça permet pas de rentrer, comme j'entends ici et là, dire sur tous les événements sportifs ou sur tous les concerts, etc. Ce qui est faux. Ça a peut-être été le cas une période, mais aujourd'hui, pour rentrer dans un match du top 14, il faut être accrédité en plus de la carte de presse, qu'on soit assuré que tu viens pour couvrir l'événement. Si ça nous donne le droit de rentrer dans des musées nationaux, par exemple, gratuitement, c'est-à-dire au Louvre par exemple, ou sur des grosses expos, parce qu'on considère, voilà, c'est une pratique, parce que on considère que le journaliste doit être au jus de plein de choses, de plein d'événements qui se passent, etc. Donc ça reste. Et tu arrives sur un conflit ou sur une manifestation, tu montes ta carte de presse, on peut te laisser passer aussi. La carte de presse, c'est quelque chose qui aussi, en toute transparence, je vous le dis,
permet d'avoir non pas une réduction fiscale, mais une déduction fiscale, ce qui n'est pas la même chose. Quelles sont vos priorités lors d'une interview? Alors ça dépend. Tu peux avoir une interview ou simplement tu cherches à avoir les infos sur ce qui vient de se passer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, quand, comment, qui, pourquoi, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les 5 W en anglais, puisque ça commence par W. Donc, c'est ça la priorité. Après, tu peux avoir des interviews. Par contre, tu cherches à avoir une réponse à un élément d'enquête. Tu cherches à faire avancer aussi un sujet. Comment êtes-vous devenu journaliste? Quel est votre parcours scolaire? Je suis devenu journaliste en me disant que je voulais être libre et galoper. Surtout, j'avais eu l'idée de devenir journaliste à cause d'une de mes copines de lycée qui avait eu l'idée de prendre un petit enregistreur, de se raser les cheveux, d'aller dans la rue et de poser des questions en lui disant « Qu'est-ce que vous pensez de ma coupe de cheveux ?» et elle enregistrait les réactions des gens. Donc elle m'a fait écouter ça et je me suis dit « Tiens, c'est génial ça comme interaction avec les gens ». Et je suis allé à l'école de journalisme de Strasbourg après le lycée. J'ai fait 3 ans d'études là. Je suis allé travailler en stage au Mexique dans un journal de presse écrite. J'ai commencé à Lille, puis je suis allé à Nice. Et donc depuis 1986, je suis devenu d'abord un présentateur, puis ensuite un grand reporter. J'ai parcouru le monde un peu partout où il y a des guerres. Puis ensuite je suis allé en Chine. Et là depuis 1 an, je suis revenu et je suis allé à Gourdon récemment m'occuper des CIRO, ça veut dire Centre d'accueil et d'orientation des migrants. Si vous tombez sur une grosse information, la diffusez-vous immédiatement quitte à prendre le risque sur l'authenticité de l'info ou bien prenez-vous le temps de vérifier au risque de vous faire devancer par d'autres? Alors, votre question, elle pose le principe de la lenteur, c'est-à-dire le principe de s'interroger si ce qu'on dit correspond à la réalité ou pas. Alors, il se trouve que plus on va vite, moins on prend de temps de la vérification. On a toujours la même source, on a tendance à vouloir mettre sur le tapis tout ce qui vous arrive très vite, ce qui fait que le journaliste a tendance à se contredire très vite aussi, parce qu'on lui dit une chose, la source est crédible, paraît-il, et puis 5 minutes après, on lui dit autre chose. Donc lui, le journaliste qui va continuer son travail, va parfois se contredire. Ça arrive très souvent en ce moment. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait prendre le temps, attendre que l'événement soit mieux digéré pour pouvoir le rendre public? Dans mon cas, je prends les choses à l'inverse, c'est-à-dire que je laisse les choses se passer, mais que je les analyse après. Mais ça, c'est parce que j'ai le choix et parce que j'ai l'expérience et aussi parce que c'est mon goût aujourd'hui. Il y a une grande masse de journalistes qui disent des choses parce qu'ils sont un peu forcés de les dire à cause de la pression de la concurrence. Et puis, il y en a d'autres, il y a maintenant plusieurs sortes de journalistes. Il y en a d'autres qui préfèrent attendre, regarder, est-ce que ce qu'on a dit était vrai, en quoi on s'est trompé, et quel est le travail à refaire derrière pour approcher de la réalité telle qu'elle était vraiment. Donc, bonjour. On voulait savoir en quoi consiste le métier de reporter. Le métier de reporter, c'est d'aller de rendre compte de l'information, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qui se passe, de vérifier les informations, de vérifier les sources, de manière à informer. Voilà, tout simplement. Et reporter, c'est reporter ce que tu vois, ce que tu as vérifié sur un événement, sur un fait divers ou autre, et permettre aux gens ensuite de se faire leurs propres idées. Bonjour, je m'appelle Mélodie. Je voulais savoir quelles sont les limites et les risques de ce métier. Les limites, j'allais dire, c'est plutôt ne pas aller dans la diffamation, c'est-à-dire ne pas donner de la fausse information, ne pas aller dans la diffamation, pas porter atteinte à l'intégrité ou à l'honneur de quelqu'un, ça c'est les limites. Ne pas forcément tout montrer non plus. Par exemple, quand tu es sur un conflit, il est bien clair que tu dois rendre compte d'un conflit armé avec les victimes qu'il y a, sur les violences qu'il peut y avoir. Maintenant, tu n'es pas forcé de montrer aussi tout. Notamment, tu peux très bien parler de mort sans montrer forcément les cadavres ou les corps, de manière à ne pas choquer forcément les gens. Concernant ensuite, donc c'est les limites et les risques. Les risques, bien évidemment, si c'est sur un conflit étranger, c'est de pouvoir tout simplement être tué, premièrement. Deuxièmement, être emprisonné, arrêté, d'être kidnappé, d'être aussi emprisonné parce qu'on ne veut pas que tu enquêtes sur quelque chose dans certains pays qui sont essentiellement des dictatures.
Voilà, c'est essentiellement les principaux risques qu'il y a. Hein. Merci. Comment s'opère le tri des informations à diffuser? Alors, il y a entre guillemets une graduation, c'est-à-dire que nous, par exemple, la télévision, on a des rendez-vous d'information qui sont limités en temps sur des décrochages pour la télévision régionale. En presse écrite, tu as beaucoup plus de place. Un journal, par exemple, comme la Dépêche du Midi ou le Midi Libre, ont beaucoup plus de place pour traiter les informations. Ils ont aussi, eux, une information de base qui est celle des petits villages, des petites communes où ils ont des correspondants. Donc déjà, toutes ces informations qui sont vraiment très très petites, très communales, nous, on ne peut pas les traiter. Donc déjà, on les élimine. Sauf s'il y a une information qui nous amène à réfléchir sur quelque chose. La graduation, c'est surtout qu'est-ce qui concerne le plus grand nombre de téléspectateurs. C'est d'abord ça. Il est bien clair que tu as une graduation, par exemple, le fait divers va être en haut d'un journal, mais l'expo va être plutôt à la fin. Tu vas avoir des sujets plus légers à la fin, des sujets plus graves en haut. Donc, qu'est-ce qui concerne les gens, un sujet plus grave? Aujourd'hui, il est bien clair qu'on va te parler des élections présidentielles. Donc, en fait, on gradue en fonction de quoi on a envie de parler. Donc, l'info, c'est en fonction du moment et du plus grand nombre. Qu'est-ce que ça intéresse et qu'est-ce que ça peut changer dans le quotidien des gens? Donc, après, c'est des choix, entre guillemets, qui sont clairement subjectifs, puisqu'ils appartiennent au rédacteur en chef et qui font l'ordre des journaux. Hein. Et en même temps, c'est basé sur une pratique du journalisme. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait une question de société, on va dire. Voilà. Bonjour. Alors en fait, depuis quelques temps, on a remarqué que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de jeunes qui partagent des pages extrémistes dont les données sont parfois désinvoltes, avec des photos truquées, des chiffres mal interprétés. Et donc, à votre avis, comment empêcher cette prolifération de fausses informations qui peuvent orienter nos choix politiques ? Oui, alors nous, le cas ne se pose pas puisque aujourd'hui, nos télévisions, par exemple, déjà, les infos sont vérifiées et nous, ce qu'on appelle notre web rédaction, on a un site web, tout ce qu'on diffuse est vérifié par les journalistes. Donc nous, on n'a pas de fakes. Là, si tu parles de Facebook, c'est complexe parce que il faudrait qu'il puisse avoir, déjà sur le discours qui est tenu, il faudrait qu'il puisse avoir une censure. On est un pays démocratique où il n'y a pas de censure sur la presse, mais si la presse par contre à un moment outrepasse son droit, il y a la possibilité pour le CSA de faire interdire un média. Ensuite il y a la justice. Moi j'estime que Facebook devrait faire son boulot, c'est-à-dire à un moment bloquer des comptes, les supprimer ou bloquer des IP d'ordinateur quand on voit que d'un IP d'ordinateur c'est très faisable aujourd'hui. Hein. Et puis ils ont largement les moyens. Et c'est pareil pour Twitter ou autre. Hein. Donc moi je pense qu'il devrait y avoir une prise de responsabilité de Facebook. Et puis ensuite des lecteurs, c'est-à-dire que signaler tout simplement que ça c'est indésirable. Voilà. Bonjour. Alors comme nous avons travaillé sur la désinformation, quelle est votre opinion sur les personnes qui pratiquent la réinformation ? Bien, alors pour moi la réinformation c'est le terme qui a été employé pour parler de la transformation de l'information. Donc, la réinformation, c'est la réinterprétation des informations qu'on vous donne, enfin que les médias institutionnels vous donnent. Êtes-vous spécialisé dans un thème particulier ? Eh bien non, justement. Je suis un généraliste. Ça veut dire que je m'intéresse à tous les sujets. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que quand je suis devant un sujet, par exemple comme celui sur les prix des terres agricoles, je dois tout réapprendre. C'est-à-dire tout décortiquer. Voilà, donc nous on arrive un petit peu au bout du temps dont on dispose. Donc on va vous remercier, à part que quelqu'un veuille poser une question. Ah, Mélodie. Je voulais juste savoir pourquoi vous avez choisi ce métier. J'ai l'envie de galoper, l'envie de parcourir le monde. Et donc c'est ce que j'ai fait, États-Unis, Chine, Afrique. Et maintenant je galope en France. Vous aurez compris une chose, c'est que vous sachiez faire la différence entre ce que c'est qu'un réseau social, ce que c'est qu'une info sur un réseau social, et ce que c'est qu'une information est partageable et compréhensible par tout le monde, parce qu'il ne s'agit pas de convaincre tout le monde, ce n'est pas une campagne présidentielle, l'information. L'information, c'est quelque chose qui peut être corrigé sans arrêt. Ça veut dire aussi que vous êtes dans votre rôle à vous de la faire évoluer, cette information, parce que le premier rôle du citoyen, c'est de s'informer correctement à plusieurs sources,
et d'essayer de faire cette différence avec votre esprit critique entre ce qui relève de la fable et ce qui relève de la réalité. Mais encore une fois, dites-vous bien, la réalité dépasse toujours la fiction. C'est que les mathématiques sont bien loin de l'image que l'on pouvait en avoir autrefois d'une discipline austère, d'une discipline outil de sélection, mais qu'elles peuvent être, et qu'elles sont ici un objet de plaisir que l'on a à les pratiquer à la fois dans la vie quotidienne et à l'école. Et donc là, nous avons justifié l'emploi de nombres naturels, puisqu'en fait, dans le problème, on a l'obligation d'utiliser le nombre 1. Ensuite, il nous est impossible d'utiliser le nombre 0, puisqu'une soustraction par 0 donne le même nombre, et on ne peut pas avoir deux fois le même nombre. Donc du coup, on se limite à l'ensemble des naturels, donc de 1 jusqu'à plus l'infini. Vous avez un jardin de taille infinie? Parce que sinon, oui, il y a une application, mais non. Enfin, visiblement, ça n'y a pas de tout. En tout cas, on n'en connaît pas. Voilà, il y a sûrement il y en a certainement comme partout. C'est bon. Ça va? Ça va. Y'a rien. Y'a rien. On l'a? Qu'est-ce que ça y est? Voilà, alors donc on est en train de voir s'il y aurait possibilité qu'ils traversent en fait le marécage. Ça serait beaucoup plus drôle. Ah oui. Ah oui. Je sens que Sonia est très motivée à cette idée. Ah mais oui, mais c'est Sonia qui dit qu'il faut le faire. Mieux filmer la salle de Madame Hubert. Ah, d'accord, on arrive. Genre tout de suite. On arrive. Guillaume. Qu'est-ce qu'il a fait, Guillaume? Seb, tu nous retardes. Seb. Oh, j'ai mal au cul. Tu peux te relever et les voir par le grillage. Oh, j'ai mal au cul. Bon, allez, en avant. Bon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans cette mise? On va marquer l'élève qui rentre dans l'armoire. Un coup, je m'endors et tout. Je fais parce que je comprends pas. Et puis là, il y a Monique, on sait pas pourquoi. Hier soir, il me dit pourquoi. Les parents dans le salon. Ouais, il faut regarder. Ouais, faut regarder. Moi, cette image-là, je la trouve rigolote pour la fin. Vraiment, le proviseur. Il faut quelqu'un là-bas. Quelqu'un avec Monique. Elle a déjà été fermée. Quelqu'un qui fait rien avec Monique. Quand il pousse, c'est en place, silence plateau. David, 10 secondes. Celle-là aussi, elle ne va pas se fermer aussi. On va faire comme si ça ne fonctionnait pas. Oui. Ah, quelqu'un s'est affronté sur le plateau. Pourquoi ils sont fermés? Il pousse, c'est pas oui, mais ça sonne quand ils sont au fond du couloir, les portes seraient pas fermées. Silence plateau. On s'en fout de ça. On s'en fout, il faut la faire. Le moteur. On la fait pas de fond, celle-là. On la Ça tourne sur les annonces. Alerte, 3 sur 1, première. On est obligé de la faire. On n'a pas le choix. Mais c'est quoi ces autistes qui regardent toujours par la fenêtre? Il faut que vous soyez dans l'élan. Reculez. Qu'il ait le temps de voir une course. Vous êtes dans les couloirs quand même. Allez. Alerte, 3 sur 1, deuxième. C'est bon. Ouais, oui, évidemment.
Je vais te rattraper. T'as fait. Bon, c'est bon, c'est bon. Comme ça, oh là là, il va. Oh là là. C'est dégueulasse. J'aimerais pas être en dessous, moi. C'est sûr, monsieur. Mec, là, c'est américain, non? Moi, je crois qu'il faisait juste. Comme ça. C'est facile avec ton arrivée à faire ça. Je suis actuellement avec Sonia Deltour. Que pouvez-vous me dire sur ce tournage? Fatigant. Très fatigant? Ouais. C'est-à-dire? Ben, on est en fin de journée donc c'est fatigant. Une bonne demi-heure pour caler un peu. Oui, Yvette. Comment ça? Calmez-vous, calmez-vous. Comment ça? Vous êtes sûr? Mais comment ça des armes? Vous êtes sûr de vous? J'arrive. Mais Sonia, elle a déjà sa poignée là. Ah oui, mais c'est pas tout ça. Et la poignée, elle est censée l'arracher là-bas. J'ai fait le sol du coup. Ouais. Dis-moi où tu es. Ah, c'est le pas comme ça du coup. Un serre-poignée de prise une. Pas vraiment, mais enfin bon, bref. Où ça? Allez, vas-y, je monte, je descends. c'est pas grave. Ok, moteur. Ça tourne. Annonce. Alerte. Séquence 3 sur insert poignée 2, prise 1. Donc, eux, ils commencent à courir de là-bas. Ils commencent à courir, on a le travelling qui arrive, ils vont rattraper JP. JP il part au moment où eux ils sont au poteau en béton. On les voit arriver. Vous l'avez calé? Ouais, ils vont parler avec lui. Quand tu demandes, mais ça se trouve, les autres ils sont morts. Alerte, 5 sur 1, première. Action. Putain, mais Colin, mais où tu m'as emmené là? Coupé. C'est pas Colin. Non, mais notre club il sert plus à rien. Alors, redis action. Bon, alors on attend que la voiture sorte et il y a Colin qui va venir arrêter les voitures là. Action. Allô, lycée de Gourdon, bonjour. Oui, oui. Oui, je vais vous le passer, ne quittez pas. Monsieur Proviseur! Tu peux sortir, hein, Eh ben non, je peux pas sortir parce que je suis dans le contre-champ après. Si elle est bonne, je sors pas, moi je me reste en bas. Hein. Je vais pas tomber deux fois. Hein. On fait quoi, Pierre-Uli? Qu'est-ce que c'est un postière? C'est joie. J'ai eu un gros plan sur ma À gauche, à droite, à gauche à Turbo Black. Moulinette à droite, hey, Moulinette à gauche. Monsieur, ça vous fait quel effet de savoir que les élèves ont gagné pour la première fois depuis 10 ans? C'est un jour historique. Franchement, il faut faire une photo commémorative, il faut l'encadrer quelque part, mais c'est incroyable. Nous les avons battus.
Oui, et en plus c'était tellement proche, mais on a gagné quand même, les élèves ont gagné, c'est incroyable. Le match était assez serré quand même, il faut le reconnaître que les profs sont bien défendus, mais ça reste une très très belle victoire de la part des élèves. Effectivement, merci monsieur. De rien, au revoir. I love her, can't leave her. Forever, I always need her. She lied, but I believe her. Love sick, I got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. I know, cause I'm a fool in love. My baby shot me down again. This is the end. Hold your breath and count to 10.